Alors je sais pas vous, mais moi je passe un super mois de mars. L'IVG dans la Constitution, c'est super ça non? Les droits des femmes ont fait un bond historique. Bon, aujourd'hui, on est désolé, mais on va devoir mettre un peu de réglisse dans le champagne parce que l'interruption volontaire de grossesse, c'est plus qu'une histoire de symbole et le combat est loin d'être gagné. Bon, avant tout, l'avortement c'est vieux, hein. On en a des traces au Moyen-Âge et au début des années 1900. On avait aussi les faiseuses d'anges qui pratiquaient des avortements avec des aiguilles à tricoter. Et si l'IVG était dangereux, c'est parce qu'il était interdit, hein. Vous avez qu'à en parler à vos grands-mères et vos arrière-grand-mères, elles vous le raconteront. Puis, il y a eu mai 68, la fameuse révolution sexuelle. Alors, on présume une égalité entre les hommes et les femmes, et dans la société, on commence doucement à parler avortement. Et là, les événements s'enchaînent. En 1971, c'est le manifeste des 343, des femmes qui affirment qu'elles ont avorté. Et ça, à l'époque, c'est avoué un délit. L'année d'après, à Bobigny, une femme est condamnée pour avoir aidé sa fille à avorter suite à un viol. En 1973, ce sont des médecins qui vont commencer à se dire quand même, c'est vrai que les femmes meurent à cause de la clandestinité, et donc il faudrait peut-être faire quelque chose. Fin 1974 commencent donc des débats sur le projet de loi présenté par Simone Veil à l'Assemblée nationale. Et la loi de légalisation de l'interruption volontaire de grossesse passe en début d'année 1975 après des débats houleux. Voilà donc bientôt 50 ans que l'IVG est légale. Et pourtant, l'IVG reste menacée, que ce soit en Europe avec des propositions de loi qui fusent un peu partout et le limitent, en Hongrie, en Pologne, en Italie même par exemple, mais aussi aux États-Unis depuis l'abrogation de Roe vs Wade en 2022 qui permet aujourd'hui à 14 États de l'interdire. Le droit à l'IVG, acquis en 2020 en Argentine, y est aussi menacé depuis l'arrivée de Javier Milei. Et dans d'autres pays, avorter est encore un crime qui enferme des femmes en prison, parfois jusqu'à la fin de leur vie. Voilà donc une réalité qui se durcit pour beaucoup de femmes, et ça dans le monde, une réalité portée par un discours anti-choix que l'on retrouve aussi en France. Sur les plateaux de milliardaires où sont invités des militants d'extrême droite pour qui l'avortement serait un homicide, mais aussi des élus du Rassemblement national par exemple, qui n'hésitent pas à comparer l'avortement à un génocide. C'est marrant quand il s'agit pas de reproduire la descendance de leur France pâle, le mot est beaucoup plus dur à employer. Et puis les chaînes de télé elles-mêmes, ils vont de leur propagande en présentant l'IVG comme une cause majeure de mortalité, comme on l'a vu chez CNews. Voilà donc des discours empreints d'une certaine chrétienté qui réduit la sexualité à un devoir reproducteur et s'inscrit dans un projet nationaliste eugéniste. Et ces discours, on les retrouve aussi chez les 500 manifestants qui étaient présents à Versailles contre la constitutionnalisation. Oui, parce qu'on a de la chance, on a Macron et sa bande qui sont là pour faire barrage aux idées de l'extrême droite, pour nous sauver, nous, les femmes. Vous savez, la grande cause de Macron. Bon, heureusement, il s'est fait souffler l'idée par Mathilde Panot, qui a été la première à avoir déposé un projet de loi en 2022 pour constitutionnaliser l'IVG. Finalement, après des allers-retours et des modifications, c'est chose faite. Le 4 mars 2024, l'interruption volontaire de grossesse entre donc dans la Constitution française par la voie du Congrès. Mais soyons assez précis sur cette nouvelle. Le texte finalement adopté dispose « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Et il s'ajoute à l'article 34 de la Constitution qui, en gros, donne les différents domaines dans lesquels on peut voter la loi. Alors, liberté garantie, on est d'accord, ça en jette, mais il faut mettre un peu de nuance. La liberté garantie d'avorter, c'est pas le droit à l'avortement. Bon, Emmerich, il vous dirait que c'est un droit à liberté et pas un droit à créance avec ces trucs de vieux juristes là, mais en gros, c'est simple. Dire que l'IVG est une liberté garantie, ça veut dire qu'on ne peut pas être condamné pour avoir avorté. C'est déjà bien, c'est mieux qu'avant 75 où l'avortement était un délit. Mais c'est pas comme constitutionnaliser le droit à l'avortement. Dans ce cas-là, l'État s'obligerait lui-même à ce que l'accès à ce droit soit effectif. Donc devrait mettre les moyens dans la communication et l'éducation à la vie sexuelle, dans les hôpitaux aussi ou le personnel médical. Et tout ça sous peine de condamnation par le Conseil constitutionnel ou par une institution de contrôle. Donc bon, pour être plus concret, imaginons que dans un futur proche, un gouvernement décide de fermer tous les plannings familiaux, les centres d'IVG, de réserver la pratique à une poignée de cliniques dans le pays, que ça devienne donc hors de prix et qu'il n'y ait aucune campagne d'information pour savoir comment s'y prendre. Eh bien, juridiquement,
Ça ne poserait pas de problème avec la Constitution. Contrairement à si c'était le droit à l'avortement qui était proclamé et qui permettrait alors de faire condamner l'État devant les tribunaux. Et c'est ce que le texte déposé à l'origine par Mathilde Panot proposait. Donc, sommes-nous sauvés de la menace mondiale du recul de l'accès à l'IVG? Eh bien, c'est à nuancer. Cette constitutionnalisation, en fait, elle est surtout symbolique, mais elle assure en rien l'accès à l'IVG et elle ne responsabilise pas l'État pour nous le garantir. 50 ans après la loi Veil, l'accès à l'IVG n'est toujours pas garanti. En 2020, un rapport parlementaire pointait les dysfonctionnements de son application. Alors bon, je pourrais vous les lister, mais laissez-moi plutôt vous en parler. Parce que concrètement, avorter, c'est souvent un parcours de combattante. À partir du moment où on apprend sa grossesse, c'est la course. Il ne nous reste que quelques semaines, voire seulement quelques jours, pour trouver un médecin, un rendez-vous en laboratoire, puis un rendez-vous pour une échographie, un lieu qui potentiellement puisse nous accompagner dans les démarches, et un établissement de santé qui peut nous prendre en charge. Et tout ça étant évidemment assez peu compatible avec une vie professionnelle si on en a une, ce qui donne souvent lieu à des pertes de salaire, et ou à de la souffrance quand on est forcé de retourner bosser directement après, alors que dans le ventre, c'est toujours les vagues de Shining, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est la course, et ça, dans un contexte où les médecins peuvent encore refuser de pratiquer l'IVG. Pour environ 230 000 IVG chaque année en France, il y a que 2 à 3% des généralistes, gynécologues et sages-femmes qui les pratiquent. Un contexte où ce pays se transforme en désert médical, ce qui nous pousse à être une femme sur 4 à devoir changer de département pour pouvoir avorter, ce qui rallonge les délais, se traduit parfois par la contrainte de devoir procéder à un avortement chirurgical plutôt que médicamenteux, et puis en plus, ça coûte plus cher. Voilà. Immédiatement, dans mon cercle, j'avais éventuellement un médecin à Manosque, mais qui n'était pas disponible tout de suite, pas d'informations au niveau de l'hôpital, pas de planning familial, pas de centre médico-social qui me répondent ou qui me donnent des informations. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec le médecin de Pertuis. Et donc voilà, du coup, j'ai été faire 50 km pour voir ce médecin. Un contexte où on est encore empêché dans nos choix, stigmatisé et humilié même par le personnel médical, faute à un manque de formation et d'éducation au sujet. Puisqu'en consultation, 75% de la consultation, le médecin a été extrêmement virulent contre moi. Il a axé toute sa consultation sur le fait qu'il était anormal que je sois dans cette situation, que quelqu'un qui avait déjà eu un enfant ne puisse ne pas avoir de contraception, ne puisse s'en rendre compte qu'aussi tard. Voilà, donc quelque chose de très violent et quelque chose de très culpabilisant pour moi en fait. Un contexte où les discours anti-choix prennent de l'ampleur, alors que les infrastructures, elles, disparaissent. En 15 ans, c'est 130 centres d'IVG qui ont été fermés, puisque faire des IVG, c'est pas valorisé, ça rapporte pas beaucoup d'argent, et que maintenant, le mode de fonctionnement de ces infrastructures a changé depuis la T2A. Un contexte donc qui se traduit par des galères et de la souffrance pour nous, celles qui avortons, et évidemment à différents niveaux, que l'on soit plus ou moins marginalisé. Et si vous voulez entendre des femmes vous en parler, on vous conseille la vidéo pleine de témoignages de Marinette. On vous la met en description. Elle date de 2017, mais c'est toujours d'actualité. Finalement, cette constitutionnalisation, elle répond pas à nos problématiques. Elle permet toujours pas de nous garantir un accès à l'IVG, et en plus, on est clairement avec un gouvernement là qui nourrit le contexte qui nous en éloigne. Après, c'est sûr, il se paye un très bon coup de com'. Il lui en fallait bien d'arguments pour dire qu'il avait agi pour les femmes, le Macron. Mais ne nous laissons pas éblouir. Aujourd'hui, c'est surtout les associations et leurs militantes qui comblent les manquements de l'État. Et quand on voit que dans le même temps, Macron brandit son projet de réarmement démographique, voulant finalement imposer son pouvoir sur nos ventres, et que dans le même temps, il invite les femmes à Mayotte à se stériliser pour faire face à la natalité, on peut se demander si Macron ne serait pas finalement le meilleur allié de l'extrême droite. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à participer à la conversation dans les commentaires, et pourquoi pas à mettre pelote. Comme ça, on se sait, vous êtes là jusqu'au bout, vous êtes des vrais. Merci à tous ceux qui nous font des dons aussi. On est en pleine campagne de financement, donc n'hésitez pas, le lien est en description. On ne peut travailler que grâce à ça, en fait. On n'est payé ni par des milliardaires, ni par des subventions, donc on a besoin de vous. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, et à bientôt.